Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et cette fois on va parler d'un sujet qui m'a été proposé environ 1 milliard de fois ces derniers temps, qui est le trouble dissociatif de l'identité. Aussi je suis désolée, alors vous allez peut-être pas vous rendre compte de la différence si vous regardez ça sur téléphone, mais peut-être sur écran vous allez vous en rendre compte. La qualité vidéo est un petit peu moins bonne que d'habitude, tout simplement parce que ma webcam avec laquelle je filme, qui normalement filme en très bonne qualité, bug une fois sur 4 et du coup j'ai été obligée de filmer en moins bonne qualité, donc c'est très très chiant. Il faut absolument que je m'achète une caméra fiable qui bug pas et ça me saoule. Bref, alors pourquoi ce trouble a eu autant de succès ces dernières semaines? C'est tout simplement à cause du récent film qui est sorti au cinéma, qui est Split. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, donc c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, qui je crois est toujours au cinéma, si je ne me trompe pas, qui traite justement de ce trouble dissociatif de l'identité. Donc c'est un thriller. Et pour vous faire un très rapide résumé pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, c'est en fait l'histoire d'un monsieur qui souffre justement de ce trouble dissociatif de l'identité et qui va enlever 3 jeunes filles, et en fait on suit un petit peu la vie de ces 3 jeunes filles et de ce monsieur à travers tout le film. Mais du coup j'ai vu ce film au cinéma et je vous le conseille déjà vivement si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est vraiment très bien. Mais du coup quand je suis sortie du cinéma je me suis dit waouh, je connaissais déjà un peu le trouble avant, mais en sortant du cinéma je me suis dit putain c'est quand même un sacré trouble, hein. C'est quand même très chelou. Donc du coup, en rentrant chez moi, je me suis renseignée sur le trouble en question, etc. J'ai fait plein de recherches, j'ai vu plein de documentaires, plein de personnes, enfin, j'ai pu voir plein de cas différents, etc. Et c'est vrai que de ce que j'en comprends, entre le film et la réalité, il n'y a pas énormément de différence. Le film a quand même assez bien respecté comment ça se manifeste dans la vraie vie. Le seul petit bémol qu'on peut faire au film, c'est que forcément comme c'est un thriller, le monsieur en question est un petit peu violent parce qu'il enlève quand même des gamines, et le petit souci c'est que dans la vraie vie, les gens qui souffrent de ce trouble ne sont pas forcément violents, voilà, sont pas plus violents que d'autres personnes, et ça de toute façon je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur la schizophrénie, c'est exactement la même chose. Les personnes qui souffrent de problèmes psychiatriques ne sont pas forcément plus dangereuses que des personnes saines, d'accord. Faut pas trop stigmatiser non plus ces personnes-là, c'est un peu dommage, et c'est ce que font malheureusement ce genre de films, parce que ces troubles-là, la schizophrénie, troubles dissociatifs de l'identité, la bipolarité, etc., dans les films, dans les séries, etc., c'est vrai que c'est toujours connoté négativement en fait. Et parce que ça se retrouve dans les films d'horreur, dans les thrillers, dans les dramas, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon, le film, en tout cas Split, représente quand même assez bien le trouble. Donc, déjà, avant de commencer, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'un trouble dissociatif, qu'est-ce qu'une dissociation. Donc en fait, un trouble dissociatif, selon le DSM-4 ou 5, je sais plus, c'est en fait un problème, un bug, une perturbation des fonctions qui sont normalement acquises pour un individu. Donc ces fonctions, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la conscience, ça peut être l'identité, ça peut être la mémoire, ça peut être les perceptions, etc. etc. Mais le propre vraiment des troubles dissociatifs, c'est que, par exemple, si on prend la mémoire, il y a un trouble dissociatif qui est l'amnésie dissociative qui existe, et en fait c'est des personnes qui ne vont plus arriver à se souvenir d'événements tragiques par exemple, ou d'événements graves vraiment marquants de la vie de sa vie. Mais de base il n'y a pas de problème au niveau de la mémoire, la personne n'a pas une mémoire défaillante en fait, et c'est ça vraiment le propre des troubles dissociatifs, c'est que de base la personne a des fonctions normales, ces fonctions fonctionnent normalement, mais à un moment donné il va se passer un truc et il va y avoir comme une espèce de court-circuit qui va se passer et il va y avoir un petit bug. Donc les troubles dissociatifs, c'est quand même des troubles qui apparaissent en contact avec l'environnement. Ça c'est à l'inverse par exemple de la schizophrénie ou de la dépression ou des troubles bipolaires où on suspecte quand même une part de génétique parce que plusieurs personnes d'une même famille peuvent avoir les mêmes
pathologie, ou en tout cas avoir les mêmes antécédents psychiatriques. Là, à l'inverse de ça, c'est que les troubles dissociatifs, de ce qu'on en sait en tout cas actuellement, c'est pas du tout génétique, c'est vraiment lié à l'environnement, lié aux événements que la personne vit. Voilà. Donc des troubles dissociatifs, il y en a plusieurs, donc comme je disais, il y a l'amnésie dissociative, il y a aussi la fugue dissociative, il y a la dépersonnalisation. La dépersonnalisation est aussi comptée comme un trouble dissociatif. Il y a du coup le trouble dissociatif de l'identité qu'on va voir aujourd'hui, et il y a aussi, je crois, le trouble dissociatif non spécifié ou un truc comme ça. Donc à ce jour, il n'y en a que 5 qui sont officiellement reconnus. Donc aujourd'hui, on va vraiment axer sur le trouble dissociatif de l'identité. Donc qu'est-ce que le trouble dissociatif de l'identité, messieurs, dames ? C'est en fait plusieurs personnalités, 2 ou plus, dans un même corps, qui vont en fait alterner le contrôle du comportement de l'individu. On va appeler ça des alter ego, on va dire ça comme ça. Et le propre de ces personnalités, vraiment ce qui caractérise ces personnalités, c'est qu'elles sont elles sont vraiment distinctes de la personne de base. C'est-à-dire que en gros, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes, c'est comme si on prenait plusieurs personnes dans la rue, qu'on prenait 4 personnes complètement random dans la rue, et qu'on les rassemblait toutes dans un même corps. C'est exactement ça. Donc vraiment, pour bien que vous compreniez ça, je vais vous imager ça. Je vais vous imager d'abord la personnalité. Donc la personnalité, on va dire que c'est comme une bulle, une grosse bulle. Donc, vous, moi, votre personnalité, ça va représenter une bulle. D'accord ? Dans cette grosse bulle, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir vos différents traits de caractère, il va y avoir vos forces, vos faiblesses, il va y avoir vos peurs, vos phobies, vos craintes, vos pensées, bref, il va y avoir plein de choses, et notamment il va y avoir plusieurs facettes de vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on fonctionne tous comme ça, selon les situations et selon qui on a en face de nous, on ne va pas montrer la même chose. Par exemple, si vous avez votre mère en face de vous et si vous avez votre copain ou votre copine, votre conjoint, eh bien, vous n'allez pas agir de la même façon, et c'est normal. Vous allez un petit peu vous adapter à la personne que vous avez en face de vous, et peut-être que votre conjoint va avoir beaucoup plus accès à qui vous êtes de manière globale, donc à cette bulle justement, va avoir plus accès à la totalité ou voire une grosse partie de cette bulle que votre mère ou que un random dans la rue, d'accord ? Et selon les situations, c'est pareil. Selon si vous êtes chez vous le dimanche tout seul, et si vous êtes, je sais pas, dans une conférence, vous donnez une conférence devant des centaines de personnes, c'est pareil, vous n'allez pas montrer la même... Il n'y a pas la même face de vous qui va s'exprimer à ce moment-là. Voilà. Mais tous ces différents masques, toutes ces différentes facettes en fait de vous-même, elles forment un tout. D'accord ? Et c'est ce qui vous représente, c'est ce qui fait votre personnalité. Voilà. Ensuite, on a chacun des choses qu'on exprime plutôt facilement, des facettes de nous-mêmes qu'on exprime plutôt facilement. Et à l'inverse, il y a des facettes de nous-mêmes qu'on a du mal à gérer, qu'on a honte, qu'on n'aime pas parce que c'est pas en accord avec nos valeurs, parce que c'est pas en accord avec nous-mêmes, ce qu'on pense, etc. Bref, on a tous, je pense, une part de nous-mêmes qu'on n'assume pas du tout et qu'on a du mal à assumer. Voilà. Donc en fait, c'est comme si à l'intérieur de votre tête, il y avait en quelque sorte plusieurs vous. C'est-à-dire qu'il y a le vous autoritaire, il y a le vous optimiste, il y a le vous timide, il y a le vous pudique, il y a le vous enfant. En fait, on a tous, en quelque sorte, différentes identités. Et ces différentes identités, elles vont se manifester différemment selon ce qu'on vit et selon les personnes qu'on a en face de nous. Voilà, ça c'est parfaitement sain, c'est parfaitement normal. Donc dans le trouble dissociatif de l'identité, ce qui va se passer, c'est que cette grosse bulle, elle va en fait se scinder en plusieurs bulles. Et chaque bulle va représenter une personnalité qui est bien distincte de la bulle de base, avec donc un prénom différent, potentiellement un sexe différent, un âge différent potentiellement, avec ses propres habitudes, avec ses propres postures, avec sa voix, sa propre voix, avec son propre vocabulaire, sa propre façon d'agir, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment comme si on prenait 3 personnes complètement qui n'ont rien à voir entre elles et qu'on les mettait, qu'on les réunissait,
qu'on les mettait toutes dans ce même corps. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, eh bien, ces différentes bulles, donc on va prendre un exemple... on va prendre l'exemple de Marie. Voilà, Marie, elle a, elle a 3 bulles. Donc elle a Marie et elle a 2 autres bulles annexes. Eh bien, ces bulles, elles vont alterner le contrôle du corps de Marie. Donc, il se peut, alors c'est pas forcément le cas à chaque fois, mais c'est possible que, eh bien, Marie, pendant qu'une autre personnalité prend le contrôle, elle ne se souvienne pas de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle a dit, qu'il y ait une amnésie pendant qu'une autre personnalité prend le contrôle. C'est pas constant tout le temps, mais c'est possible et c'est assez fréquent. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est complètement random. Il y a parfois des personnalités, des alter-ego qui se croient en une autre année, qui se croient par exemple en 1980. Il peut aussi y avoir des différences de sexe, donc par exemple Marie, eh bien, elle peut avoir avec elle une bulle, une autre personnalité qui est homme. Voilà, et quand cette personnalité homme va se manifester, il va être persuadé que c'est un homme, quoi. Pour elle, pour lui, du coup, c'est un homme. Voilà. Voilà. Pourquoi ça apparaît ? Comment ça apparaît ? Vous allez me dire. Du coup, comme je le disais, c'est normal et c'est sain qu'on ait tous différentes facettes. Donc en fait, le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, c'est justement ces différentes facettes qu'on a nous-mêmes, mais vraiment poussées à l'extrême. Alors pourquoi ça ? Enfin, pourquoi la personnalité des gens se scinde comme ça ? Eh bien, on se rend compte que la majorité des personnes qui ont ce trouble dissociatif de l'identité ont vécu des traumatismes très importants dans l'enfance. Donc ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que, eh bien, ce scindage de différentes personnalités est là apparaît à titre défensif. C'est pour défendre la personne. On va prendre un exemple. Je reprends l'exemple de Marie. Marie, c'est un bébé, elle naît avec, eh bien, cette bulle qui la représente, et cette bulle, eh bien, c'est Marie. Marie, elle va subir des sévices dans son enfance, elle va être maltraitée, elle va être négligée, etc. Enfin voilà, elle va vivre plein de choses très très sympathiques pour un enfant. Et eh bien Marie, à un moment donné, son psychisme va plus pouvoir supporter ça. Et pour se défendre, eh bien, la bulle de Marie va se scinder en une autre bulle. Donc il y a une autre bulle qui va apparaître, et je sais pas, cette bulle, elle va s'appeler par exemple Constance. Eh bien Constance, cette autre personnalité qui va apparaître, va prendre le relais et va être là pour protéger Marie. Donc Constance, eh bien, ça va être par exemple, ça va être une personnalité forte, une personnalité qui s'affirme, une personnalité très détachée, qui s'en fout des autres, qui est peut-être froide, agressive, sans émotion, etc. Et qui va en fait prendre le relais, donc qui va vraiment prendre le contrôle du corps de Marie pour la protéger. Et pour gérer toute cette maltraitance et toute cette souffrance que Marie vit, et que Marie ne peut tout simplement plus gérer elle-même. Voilà comment ça apparaît en fait. Donc à la base c'est quand même purement défensif. Le truc qui va se passer, c'est que, vous savez, quand le psychisme trouve un moyen de se défendre efficace, il va avoir tendance à utiliser ce mécanisme du coup beaucoup plus fréquent face à des situations qui sont pas forcément toujours aussi traumatisantes que l'événement de base. Par exemple Marie, bien quand elle va avoir, quand elle va avoir 16 ans, elle va un petit peu mal vivre son adolescence, etc. Elle va être un peu dépressive, elle va pas être bien, etc. Et elle va commencer à développer une autre bulle. Donc il y a une autre bulle qui va apparaître. Et cette bulle va s'appeler Sophie, par exemple. Et Sophie, eh bien, c'est une femme de, 30 ans qui va être très zen, très cool, très optimiste, très heureuse, avec la joie de vivre, qui va vraiment être très heureuse et très énergique, etc. Et bien là, c'est pareil. Cette personnalité, Sophie, donc, elle est apparue parce que, Marie avait besoin de contrer son mal-être, de contrer sa souffrance, de contrer peut-être ce côté dépressif qu'elle avait, et du coup c'est pour ça que Sophie est apparue. Et en fait, pendant toute la vie de Marie, selon ce qu'elle va vivre, etc., selon ses besoins, eh bien elle va développer peut-être d'autres personnalités. Il peut y avoir aussi des personnalités qui disparaissent.
C'est vraiment pas constant, ça dépend vraiment des personnes. Donc il y a des personnalités qui peuvent disparaître, il y a des personnalités qui peuvent du coup apparaître avec le temps, qui peuvent réapparaître après plusieurs années de silence, etc., etc. Bref, donc c'est vraiment très, très propre à la personne. Et voilà, ça peut aller très loin. Par exemple, dans le film Split, eh bien, le monsieur en question, je crois qu'il a 23 ou 24 personnalités différentes. J'ai envie de dire c'est beaucoup. Je sais pas si ça représente la majorité des personnes qui souffrent... Je pense pas que ça représente la majorité des personnes qui souffrent de ce trouble. Mais j'ai vu qu'il y avait des cas où il y avait 20 personnalités, où il y en avait plus, où il y en avait... en tout cas, il y en avait un bon chiffre, quoi. Et 23, c'est chaud quand même, hein. Ça fait quand même beaucoup. Mais c'est possible. Voilà, donc quand même de base, c'est un trouble qui apparaît, je pense pour la plupart, de manière défensive, qui aide vraiment l'individu à gérer la vie, quoi, en fait. C'est comme ça que son psychisme marche. Ça, c'est le propre... Enfin, ça, c'est pas qu'avec ce trouble-là, j'en avais déjà parlé avec la schizophrénie, c'est vraiment le psychisme qui trouve un équilibre, qui est face à des situations compliquées et qui va trouver un autre équilibre parce que l'équilibre de base ne tient plus, ça ne fonctionne plus, et du coup il est obligé de trouver autre chose pour tenir, quoi. Et du coup le trouble dissociatif de l'identité, c'est une forme d'équilibre que la personne trouve pour gérer sa vie et pour se gérer elle-même, quoi. Voilà. Du coup, comme je le disais, c'est vraiment subjectif et une personne qui souffre de TDI et une autre personne qui souffre de TDI ne va pas vivre la chose de la même façon du tout. C'est vraiment personnel, c'est vraiment propre à chaque individu. Mais par exemple, en général, il y a quand même des règles d'apparition ou pas. Donc il peut y avoir des cas où ça va être la complète anarchie, c'est-à-dire que les différentes personnalités vont apparaître comme elles veulent, quand elles veulent, etc. Et puis elles vont faire n'importe quoi, etc. Et il y a d'autres personnes chez qui ça va être beaucoup plus régulé, où il va y avoir des règles d'apparition. Je sais pas, par exemple, le dimanche c'est quartier libre, le dimanche tout le monde sort comme il veut, tout le monde prend le contrôle comme il veut et fait ce qu'il veut. Par contre en semaine, on adopte quand même des règles, on sort pas n'importe quand, on demande la permission à un tel, où il y a un tel qui choisit qui apparaît et qui n'apparaît pas, etc., etc. Il y a quand même des règles. C'est comme si ces personnes-là devaient gérer un groupe, comme si ces personnes-là devaient gérer plusieurs personnes. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans un groupe, prenez un groupe de personnes, de 5 personnes, eh bien, il peut se passer plein de choses dans ce groupe. Donc soit le groupe s'entend bien et il y a une bonne dynamique et le groupe est vraiment une équipe qui est soudée, etc. Et dans ce cas-là, c'est super. Mais il peut aussi y avoir des petits problèmes. Il peut y avoir par exemple 2 personnalités qui se détestent, qui ne se supportent pas. Il peut y avoir aussi 2 personnalités qui ne se connaissent pas. Il peut y avoir des alliances contre une personnalité. Il peut y avoir des personnalités qui n'écoutent pas, donc qui apparaissent comme elles veulent. Il peut y avoir, je sais pas, n'importe quoi en fait. Comme si vous étiez en groupe avec 5 personnes. Voilà, c'est exactement le même problème. Donc on peut penser que la personnalité de base gère ces autres personnalités, qu'elle est un petit peu le patron de ces autres personnalités, mais c'est pas forcément le cas. Voilà. Parfois, certains sont victimes de ces autres personnalités et ça leur pourrisse vraiment la vie. Donc il peut y avoir des règles d'apparition, etc. Mais aussi, il peut y avoir des espèces de triggers qui vont favoriser, qui vont déclencher l'apparition d'une personnalité. Par exemple, si on prend l'exemple de Marie, Constance, elle est là quand Marie se sent blessée, quand Marie se sent attaquée, quand Marie est violentée. Parce que de base, Constance, elle est apparue parce que, je sais pas, parce que son père la battait, par exemple. Eh bien, à chaque fois que Marie va vivre une situation où il y aura de la violence, où elle va se sentir attaquée, eh bien, Constance va prendre le relais et va apparaître et va gérer tout ça. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment défensif, parce que c'est vraiment l'impression que ça donne. Après, je sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais parce que toutes les personnalités n'ont pas un rôle protecteur. Mais même les personnalités qui n'ont pas un rôle protecteur, en fait, elles ont quand même un rôle d'équilibre de la personnalité. Par exemple, c'est souvent le cas des personnes qui souffrent de TDI, elles ont une personnalité qui est pas hyper cool, qui est un peu méchante, qui cherche à nuire, à la personnalité de base. Mais en fait, quand même, ces personnalités, elles apparaissent pas pour rien. Si Marie, par exemple, de par tout ce qu'elle a vécu quand elle était gamine, elle a accumulé une énorme colère, une énorme haine,
plein de rancœur, etc., plein de choses extrêmement négatives qu'elle ne sort jamais, qu'elle ne fait jamais sortir, eh bien il se peut qu'une autre personnalité, du coup, que la personnalité se rescinde avec justement toute cette colère et toute cette haine et tout ça. Mais du coup, cette personnalité, elle va pas avoir vraiment pour but de protéger Marie en tant que telle, enfin en tout cas vraiment de manière littérale, mais quand même, elle va avoir pour rôle, pour but de compenser toute cette haine et toutes ces choses qu'elle refoule en fait. Voilà, qu'elle refoule, parce que la haine, tous les ressentiments, tout ce qu'on a et qu'on essaye de tasser et de refouler à l'intérieur de nous, à un moment donné, il faut que ça sorte. Et ça sort toujours, ça finit toujours par sortir. Donc parfois, il y a des personnalités qui ont ce but-là, en quelque sorte, ce rôle-là, de laisser exprimer tout ça. Ça peut être aussi, par exemple, des pulsions sexuelles. Il peut aussi y avoir des personnalités qui sont très sexualisées, etc. Chez une personne qui n'assume pas du tout sa sexualité, etc. Bref, je pense que vous avez un peu compris le principe. Après voilà, je suis pas non plus expert dans le truc, mais je pense que quand même chaque personnalité a son rôle. C'est pas forcément protecteur au sens vraiment littéral, mais il y a quand même un rôle de maintien de l'équilibre psychique de la personne. Voilà. Après je me trompe peut-être, je suis pas moi-même atteinte de ce trouble, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, c'est ma théorie, en tout cas c'est ce que je pense. Mais du coup, comme je le disais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui souffrent de ce trouble où c'est complètement l'anarchie, où ça leur pourrit vraiment la vie, parce que vous imaginez déjà pour la personne en elle-même, vous imaginez, je sais pas, vous vous réveillez un matin et vous vous souvenez pas de ce que vous avez fait les 2 derniers jours. C'est hyper flippant, imaginez pendant ces 2 derniers jours, je sais pas, vous avez acheté n'importe quoi, vous avez acheté plein de conneries, vous êtes ruiné, etc. Ça peut être très traumatisant pour la personne en tant que telle, et très compliqué à vivre pour la personne en tant que telle, et pour l'entourage aussi. Vous imaginez, vous parlez à quelqu'un, et puis d'un coup, la personne, elle switch comme ça de personnalité, et elle devient hyper agressive, hyper méchante, etc. Tu te dis, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut vraiment être très compliqué à vivre. Mais ça se gère quand même, et notamment la thérapie pour ces personnes-là, ils vont justement en fait apprendre à la personne à gérer ces différentes personnalités et à faire en sorte que la personne soit le plus équilibrée possible et soit le plus en harmonie avec ces différentes personnalités. Et c'est ça en fait ce que la thérapie vise, parce que en soi on peut viser à faire disparaître toutes les personnalités, mais voilà, comme je dis, c'est un petit peu le problème des pathologies psychiatriques, c'est comme la dépression, c'est comme la bipolarité, c'est comme plein de choses. On peut stabiliser les gens, mais on peut pas complètement les guérir. C'est-à-dire qu'une fois que le psychisme a une habitude, eh bien, même si on supprime cette habitude, il va avoir plus tendance, beaucoup plus facilement, à retomber dans cette habitude. C'est le cas, par exemple, de la dépression. Quand une personne tombe dans une vraie dépression pendant un certain temps, eh bien, c'est plus facile ensuite, par la suite, même s'il est plus en dépression, qu'il retombe dedans et qu'il replonge dedans. Et c'est pareil pour le trouble dissociatif de l'identité, même si on arrive à supprimer toutes les identités, toutes les différentes personnalités, eh bien c'est très facile, encore une fois, pour le psychisme, de rescinder sa personnalité en plusieurs. Voilà. Alors, il y a certains médecins qui ne croient pas du tout en ce trouble, voilà, parce que ils pensent que c'est les personnes qui jouent un petit peu de la flûte pour attirer l'attention sur eux, ou pour d'autres raisons, ou alors que c'est de l'auto-persuasion ou de l'auto-suggestion des personnes en question, ou alors que c'est de la suggestion des thérapeutes, etc. Enfin bref, c'est un trouble qui est assez controversé, et il y a assez d'avis contraires sur la question. Et aussi, il y a beaucoup d'erreurs de diagnostic, parce que le trouble, il n'est pas forcément extrêmement connu, et c'est vrai qu'on a encore tendance aujourd'hui à confondre la schizophrénie et le trouble dissociatif de l'identité. Et même chez certains thérapeutes, il y en a beaucoup qui confondent encore les deux. Et du coup, il y a des erreurs de diagnostic, sauf que le problème, c'est que la schizophrénie et le trouble dissociatif de l'identité, c'est pas du tout la même prise en charge, c'est pas du tout la même pathologie, c'est pas du tout le même truc, ça n'a rien à voir. Notamment dans la schizophrénie, on donne des médicaments, et dans le trouble dissociatif de l'identité, on n'en donne pas forcément, ou en tout cas, si on en donne, c'est vraiment pour les effets secondaires, comme de l'anxiété, etc. Donc vous imaginez bien les dégâts que peuvent causer un faux diagnostic de schizophrénie sur une personne qui est atteinte du trouble dissociatif de l'identité, parce que les traitements de la schizophrénie sont très lourds, sont parfois très très lourds, et voilà, c'est pas le même truc, donc c'est pas hyper ouf. Aussi, dans le film,
À un moment donné, bon, alors je vais peut-être vous spoiler, donc passer peut-être les 2 prochaines minutes. Mais à un moment donné, dans le film, il me semble qu'il y a une des personnalités qui a le diabète et les autres n'ont pas le diabète. Donc en fait, il y a une personnalité qui a besoin de se piquer et les autres n'en ont pas besoin. Donc ça sous-entend quand même que même la structure physique de la personne change. Alors, dans la vraie vie, je sais pas si c'est vraiment possible, genre que une personnalité ait une maladie et que l'autre ne l'ait pas. Je pense pas que ça puisse aller aussi loin. Par contre, effectivement, il y a des chercheurs qui ont mesuré les constantes physiques et l'activité cérébrale des personnes qui souffrent de ce trouble et qui switchaient entre les différentes personnalités. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que chez certaines personnes, eh bien, l'activité cérébrale change selon les différentes personnalités. Et chez d'autres, eh bien, c'est carrément les constantes physiologiques qui changent. Par exemple, le cœur a pas le même rythme, les tensions des muscles sont pas les mêmes, la respiration n'est pas la même, etc. Donc, ça influe quand même un petit peu toute la constante physiologique. Après, de là à dire que une personnalité peut avoir une maladie et l'autre non, je sais pas si ça peut aller aussi loin, je sais pas si le cerveau est capable d'aller aussi loin. Mais voilà, pourquoi pas. Peut-être que ça existe, j'en sais rien du tout, en tout cas je suis pas au courant. Ça me semble un petit peu gros, mais pourquoi pas. Je trouve ça dingue, je trouve ça vraiment hyper dingue de voir tout ce que le cerveau est capable de faire pour se défendre et pour se préserver. Enfin, je dis le cerveau, hein, je parle plus globalement du psychisme. Je trouve ça dingue de voir tout ce que le psychisme est capable de faire pour se défendre, quoi, pour tenir debout, pour survivre. C'est assez dingue, quoi. Voilà, donc eh bien c'est un petit peu tout ce que je sais sur la pathologie, sur le trouble. Alors, j'ai un petit peu du mal à appeler ça un trouble ou une pathologie ou une maladie parce que pour moi c'est pas spécifiquement une maladie en fait. Parce que pour moi une maladie c'est vraiment quelque chose de néfaste pour nous en fait. Alors que par exemple le trouble dissociatif de l'identité c'est pas forcément néfaste pour la personne parce qu'il y a certaines personnes qui vivent très bien comme ça en fait et qui arrivent à gérer leur vie très bien comme ça et qui sont très bien comme ça. Donc, dans ces cas-là je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça des maladies psychiatriques. Et ça j'ai envie d'étendre ça de manière plus globale à toutes les maladies psychiatriques. Tant que la personne est bien, tant que ça n'altère pas à son bien-être, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une pathologie ? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une maladie ? Un problème ? Vous voyez ? Bon après je pars un peu ailleurs, mais du coup c'est vraiment une question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de traitement pour toutes les personnes qui souffrent de maladies psychiatriques ? Moi je pense pas, je pense que quand la personne est bien, je pense qu'il n'y a pas besoin de traitement, même si elle est schizophrène, même si elle est bipolaire, même si elle a le trouble dissociatif de l'identité, il n'y a pas forcément besoin d'une thérapie en fait, je pense. C'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à appeler ça des pathologies, des maladies, des problèmes, où vraiment ça pose des problèmes à la personne, il faut absolument gérer ce problème et le faire disparaître. Je sais pas, ça dépend des cas, je pense. Et le problème de la psychiatrie, c'est que c'est hyper stigmatisant, quoi. Tu dis à quelqu'un que t'as un trouble psychiatrique, t'es hyper mal vu, quoi, en fait. T'es direct, de base, t'es direct stigmatisé. Ah ouais, lui, c'est le mec c'est le mec bipolaire, donc. Faut pas trop l'approcher, il est pas très stable, il est bipolaire, donc il est pas très stable. Alors que t'en sais rien, si ça se trouve, il est très bien stabilisé, si ça se trouve, ça se passe très bien, si ça se trouve, son trouble bipolaire lui pose pas de problème dans la vie et dans la vie en société, enfin voilà, plein de trucs comme ça. C'est pareil pour la schizophrénie, et c'est pareil pour le trouble dissociatif de l'identité. C'est sûr que si tu dis à quelqu'un, bon, j'ai plusieurs identités dans ma tête, il va te regarder d'un air, mais ok, t'as des gros problèmes, toi. Alors que pas forcément. Enfin, vous voyez, je pars un peu loin, mais c'est vrai que ça me gave un petit peu cette stigmatisation de ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui souffrent justement de cette exclusion et de cette vision qu'en fait a le monde, et en tout cas à la France, de la psychiatrie et des problèmes psychiatriques. Voilà, encore une fois, même malgré moi je dis ça des problèmes alors que c'est pas forcément des problèmes. Bref. Et du coup je fais un petit bond sur la vidéo que j'ai faite, le précédent vlog que j'ai fait sur la schizophrénie. À un moment donné, il y a une abonnée, quelqu'un dans les commentaires qui m'a fait la réflexion. À un moment donné, je dis, ils pensent pas comme nous. Je retire cette phrase parce que j'avoue qu'elle était extrêmement maladroite et que j'ai moi-même exclu en fait les personnes qui souffrent de schizophrénie. J'ai même pas fait exprès, hein, c'était pas du tout le but de ça.
Mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif, en fait, on a tendance à exclure ces personnes-là, alors qu'au fond, c'est juste un équilibre de psychisme différent. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses là-dessus. Et si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont ce trouble et qui souhaiteraient partager ce qu'ils vivent, déjà je vous invite à le faire en commentaire pour que tout le monde le voit et tout le monde comprenne un petit peu comment ça se passe, etc. Et si vous n'avez pas trop envie de vous montrer en public, et si vous avez envie quand même de m'en parler en tout cas, j'aimerais beaucoup échanger avec vous et comprendre vraiment comment ça se passe pour vous. Donc voilà, je vous invite à me contacter en privé. J'ai tous mes contacts dans la description. Voilà, si ça vous intéresse et si vous avez envie de partager ce que vous vivez et si vous voulez bien répondre à mes petites questions, ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est vraiment un trouble qui me fascine. Celui-là, il est très... Je sais pas, il me fascine. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.